Bonjour jeunes gens. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de l'installation de la monarchie modérée en Angleterre et donc de l'épanouissement du pouvoir parlementaire. Cette mutation politique, je vous l'avais dit à la fin de ma dernière vidéo, s'effectue dans le cadre d'une mutation intellectuelle et sociale. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour ne pas nous perdre, nous allons revoir deux éléments, une définition et le contexte dans lequel cela se développe. Enlightenment. Enlightenment, c'est l'équivalent anglais du siècle des Lumières. C'est une notion qui désigne en fait l'apparition d'idées nouvelles dans la société anglaise à partir du XVIIe siècle. Et cette mutation intellectuelle, ces idées nouvelles, se diffusent dans le cadre d'une très forte alphabétisation de la société par rapport à d'autres pays. Une petite comparaison entre la population anglaise et la population française. Entre 1600 et 1720, la population anglaise est très fortement alphabétisée. Nous passons de 25% à 50% de la population anglaise qui savent lire et écrire. Alors qu'en France, on est passé de 16 à 29%. Donc, l'Angleterre a une très forte avance en termes d'alphabétisation. Donc, nous allons voir en quoi cette alphabétisation favorise un nouveau modèle intellectuel et social pour l'Angleterre et qui va influencer l'Europe au cours du XVIIIe siècle. Alors commençons par l'Enlightenment. C'est dû à un grand bouillonnement intellectuel. Cette mutation intellectuelle est due notamment à l'épanouissement de la ville en Angleterre. Et nous verrons en quelle mesure la ville s'épanouit. Et qui dit épanouissement des villes dit développement et multiplication des lieux de rencontre, comme par exemple les coffee house. Les coffee house, ce sont des auberges londoniens dans lesquelles se rencontrent les élites intellectuelles et économiques. Des savants, mathématiciens, historiens, géographes, et ainsi de suite. Ainsi que des marchands, dont les fameux négociants. Les négociants, ce sont des marchands qui font commerce au niveau mondial et vendent une quantité impressionnante de marchandises de toutes sortes. Parmi ces lieux de rencontre, on a une fondation importante effectuée par la monarchie. En 1660 a été fondée la Royal Society, l'équivalent de l'Académie française. Dans cette académie est organisée de nombreuses conférences menées par des intellectuels, historiens, mathématiciens, géographes, et ainsi de suite. Parmi les conférenciers les plus connus, on retrouve Isaac Newton. Isaac Newton est connu pour ses recherches sur la structure de la lumière et aussi sur ses recherches au sujet de la gravitation universelle. Vous vous souvenez de cette fameuse légende selon laquelle il aurait découvert l'idée de la gravitation universelle lorsqu'une pomme lui serait tombée sur la tête. Et à côté d'Isaac Newton, on a un certain John Locke, un penseur anglais qui réfléchit sur l'organisation politique avec les idées selon lesquelles
la, la société politique doit se structurer autour des libertés individuelles et sociales, ainsi que sur le contrat social, ce qui va influencer de nombreux lumières en France, dont Voltaire et Rousseau et Diderot. Donc, tout ceci, tous ces penseurs, Isaac Newton et John Locke, ainsi que d'autres philosophes anglais, vont voir leurs écrits traduits dans toutes les langues à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et les penseurs des Lumières vont les reprendre afin de réorganiser leurs pensées. Et c'est dû notamment grâce à l'imprimerie. Depuis la création de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle, l'imprimerie s'est développée à une telle vitesse qu'à travers l'Europe, plus d'1 milliard d'exemplaires imprimés ont été publiés. Et tout ceci est dû notamment à une mutation de la société. Et justement, la société anglaise est profondément attachée aux libertés. C'est le libéralisme, les libertés individuelles. Et dans cet épanouissement, il y a une classe qui se développe au détriment de la noblesse. C'est la bourgeoisie. La bourgeoisie se développe grâce à l'épanouissement du commerce et de la finance. Avec elle, une nouvelle idée se développe, un nouveau modèle de pensée basé sur l'attachement au travail et aux propriétés privées. Cette société se développe au cours du XVIIIe siècle et, vous verrez peut-être en première, va influencer la mentalité britannique au XIXe siècle. Et tout ceci est dû à un grand dynamisme économique et social et un boom démographique. La population britannique, en effet, la population anglaise en tout cas, va faire un grand bond en avant. De 2,6 millions d'Anglais en 1525, donc à l'époque du règne d'Henri VIII, elle est passée à 4,4 millions en 1600 et a atteint son paroxysme aux alentours de 5 millions vers 1700, ou plutôt vers 1670. 5,6 millions, pardon. Et sur ces 5,6 millions d'Anglais autour de 1670, on connaît également une profonde mutation de la société. 4,4 vers 1600, 5,6 vers 1670, donc, je répète. Et déjà, la population connaît une profonde mutation au niveau de la ruralité. En 1600, 80% de la population anglaise vivent dans les rues, vivent à la campagne, pardon. En 1700, ils ne sont plus que 60%. Ce qui signifie que la population des villes a doublé, passant de 20% à 40% en un siècle. La population rurale, donc qui vit dans la campagne, se structure et se hiérarchise en termes de propriété foncière.
trois grandes classes. Les lords, les seigneurs, qui disposent d'une richesse parfois incroyable, notable, due à leur grande propriété foncière, ce qui leur permet de vivre de manière luxueuse. Deuxième classe, la gentry, les gentlemen, les bourgeois, qui vivent également au rythme des lords, au rythme de vie des lords, grâce justement à une grande propriété foncière, sans bénéficier pour autant des grands titres luxueux, glorieux, comme par exemple le duc de Nottingham, le duc de Norfolk ou Buckingham. Et troisième classe, les paysans qui subissent les inégalités. Du fait de leur peu de propriétés foncières et qui sont plus ou moins obligés, au pire, de payer la location des terres des lords ou des gentlemen. Et tout ceci a été possible à partir de l'époque d'Henri VIII. Et en contrepartie, je vous l'ai dit, une très forte urbanisation. Et 10% de la population anglaise est concentrée à Londres, ce qui correspond à 500 000 habitants londoniens vers 1700. Près d'un demi-million d'Anglais. Vous vous rendez compte? Et pour la population active en ville, un employé sur deux travaille dans le bâtiment, dans le textile et dans l'industrie alimentaire. Et tout ceci est favorisé par les échanges maritimes. Et tout ce qui favorise les grandes villes portuaires, comme Brighton, Portsmouth et Londres, qui est installée sur la Tamise, n'oubliez pas, pratiquement l'embouchure de la Tamise. Ce qui fait de la capitale anglaise l'un des ports fluviaux les plus riches, car ouverts sur le monde. Et c'est là qu'interviennent les négociants, parce que grâce aux échanges internationaux et surtout les échanges atlantiques, ils peuvent présenter des articles de marchandises à une quantité impressionnante, remarquable, et vendre à un niveau mondial, ce qui constitue une nouvelle élite politique et économique. Ce sont les gentlemen, justement. Ils influencent la société grâce à leur attachement aux libertés et aux idées des philosophes anglais, ce qui est différent de la culture sociale du politeness, un profond attachement au savoir et au savoir-vivre d'une autre élite, dû au savoir-faire concret. On a le savoir-faire maritime, le droit, la finance, l'économie, et ainsi de suite. Et tout ceci pour le bien de la société. Donc, on a un grand modèle social et intellectuel qui influence les colonies britanniques, et notamment les 13 colonies d'Amérique qui bientôt
vont gagner en indépendance, leur indépendance, justement en réutilisant le modèle intellectuel anglais. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre tant bien que mal, voire mieux, ce modèle économique, social et intellectuel anglais. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à retrouver les écrits de John Locke, soit dans la langue originale, soit en traduction. Et si vous voulez en savoir plus dans d'autres domaines, je vous recommande de chercher des livres issus des recherches d'Isaac Newton. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo sur la naissance des États-Unis. Bonne révision, à bientôt.